Voilà. Je vous remercie de m'avoir invité, je vous remercie de me donner la parole. Je ne connais que Dijon et l'hôtel des Ducs de Dijon, mais je connais tout sur l'hôtel des Ducs de Dijon et notamment son entretien. Donc, j'apporterai ma pierre à cette étude sur l'entretien du XIVe siècle au XIXe siècle. Je commence par vous mettre dans le contexte, vous présenter un petit peu mon bâtiment, mon joujou. Au Dijon, je ne présente pas quand même. Au centre, au milieu de Dijon, il y a la mairie, le musée des Beaux-Arts. Et ce grand bâtiment qui est très, très hétéroclite, construit du XIVe au XIXe siècle, contient encore quelques bâtiments médiévaux qu'on aperçoit ici derrière la mairie et que je vous fais apparaître par transparence. En blanc, le logis neuf construit par Philippe Lebon et en rouge, des bâtiments disparus qui apparaissent dans mes comptes. Ce bâtiment a une très longue vie de pouvoir, puisqu'il y a encore le lieu de la mairie de Dijon, et il a des facettes extrêmement diverses, ce qui fait qu'il intéresse tout le monde. Voilà un dessin fait par Jules Hardouin-Mansart en 1700 qui nous représente son état vers 1455. Voilà son état actuel, subactuel aujourd'hui. Et puis donc la grande façade du XVIIe siècle, alors compliqué parce que à gauche j'avais un bâtiment du XVIIe, à droite c'est du XVIIIe et encore plus à droite c'est du XIXe siècle, tout ça un petit peu uniformisé. Et puis si on le prend par derrière, si on passe derrière, on voit c'est le même bâtiment, hein, les Dijonnais connaissent bien. On a une façade XVIIe siècle et puis derrière on a une façade XVe siècle construite par le bas ici construite par Philippe Lebon, et puis tout le haut est refait par Charles Suisse, c'est du néo-gothique 19e siècle. La tour est bonne, 1450-55, on pourra la revoir plus en détail. Et donc, le centre de mon sujet, c'était ce qui m'intéresse. Ah oui, je suis historien médiéviste, je ne suis ni un historien de l'art, ni un moderniste, mais je vais essayer d'apporter des éléments qui intéresseront tout le monde. Donc, l'heure de gloire de ce qu'on appelle le Palais des Ducs, hein, qui allait, dans les archives s'appelait l'Hôtel Ducal, et puis après le logis du roi, c'est bien sûr mes quatre Valois, Philippe le Hardi, Jean sans peur, Philippe le Bon, Charles le Téméraire, avec là-dessous, je vous ai mis les cartes Wikipédia pour rappeler que Dijon, ici, non, là, pardon, là, n'est pas la capitale d'un immense empire, mais n'est que la capitale du duché, et le duché devient un élément de cette mosaïque des ducs de Bourgogne. Ce qui fait que Dijon ne grandit pas avec les ducs de Bourgogne, mais Dijon va accueillir des princes qui sont de plus en plus puissants, et Dijon va se trouver peu à peu écrasé devant la puissance de ces princes. L'hôtel ducal n'arrive plus à être à la hauteur de ces ducs qui habitent à Bruxelles dans la Aula Magna. Toujours dans la présentation longue de la chronologie du XIVe au XIXe, trois dates, 1361, arrivée des Valois, 1477, j'ose pas le dire, mort du Téméraire, 1789, bien sûr, je ne présente pas. Avant 1361, on a les ducs capétiens, beaucoup moins connus, 12 ducs locaux. De 1361 à 1477, les ducs valois, vous voyez que ma période ducale est très courte, finalement, par rapport à la période longue du duc de Bourgogne. 1477 à 1789, le palais ducal devient logis royal, le roi y passe de temps en temps, et il est occupé surtout par les gouverneurs et les rois de France pendant quasiment 3 siècles où il ne se passe pas grand-chose si quand même. Et puis après 1789, il y a une autre histoire avec la Restauration qui commence au 19e siècle. 4 images pour montrer cette évolution. Le bâtiment est construit, je pense avoir corrigé, plutôt vers 1340, il n'en reste rien. Mais on peut le percevoir par les archives. Vers 1450, ce logis neuf, encore conservé, mais visible uniquement sur la face nord. Pendant très longtemps, les gouverneurs et les rois de France occupent cet hôtel médiéval jusqu'en 1600, où Louis XIV fait reconstruire, or pas comme ça c'est le plan de Mansart, je veux dire,
à la Versailles, un petit peu, ce logis ducal. Et puis, en 1900, il y a la grande restauration de Charles Suisse, la belle restauration néogothique qui est réussie. Je pourrais vous montrer donc ce plan phasé qui nous montre que le bâtiment est très hétéroclite aujourd'hui sous une façade unifiée. L'entretien, je le connais par les archives et un peu l'archéologie. Par les archives de la Chambre des comptes, 76 volumes du bailliage de Dijon, où quasiment tous les ans, j'ai les trois quarts des années conservées, pratiquement tous les ans, j'ai une rubrique œuvre qui va me parler en vrac de tout ce qui a été fait, de la construction, de l'entretien, de la modification. Et en fait, ma plus grosse documentation repose sur l'entretien. Dans les archives, je n'ai que de l'entretien. Et pendant des années, je me suis servi de l'entretien pour reconstituer ce logis et voir comment fonctionnait ce logis. Et donc aujourd'hui, on me dit, mais l'entretien, j'y ai jamais pensé finalement. Et heureusement que vous êtes là pour me faire penser à la première utilisation possible de ces comptes. Sur l'archéologie, il y a eu assez peu d'archéologie de fait et beaucoup de restauration les dernières années qui ont fait disparaître les traces de l'entretien. C'est un peu dommage. J'ai illustré ici un plan qui vient de m'être donné par l'INRAP, par les archéologues qui ont pu fouiller un premier sol de la tour de Bar. Et dans ce sol, on voit des tomates qui ont été restaurées, on voit des trous qui ont été faits, on voit la cheminée et qui a été plusieurs fois refaite. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais on a des correspondances entre des comptes d'entretien de la cheminée et puis des traces archéologiques de la cheminée. Et puis tout de suite, en entendant Nuno Senos, je me suis dit, mais bon sang, j'ai raté deux traces importantes que je n'ai pas mis dans le PowerPoint. C'est l'entretien des latrines. J'ai une descente de latrine qui était ouverte et refermée en briques. Je la montrerai dans l'article. Et c'est un entretien du XVIIe siècle. La descente de latrine est bouchée, on l'ouvre pour l'entretenir, c'est quand même assez rigolo. Et puis le sol de la grande salle, qui a, après l'incendie de 1503, on avait avant un sol un carrelé noir et blanc, et quand on le restaure, entretient, on change les dalles de temps en temps, on obtient un patchwork qui ne ressemblait plus à rien et qui était entièrement supprimé dans les années 2020. Donc, on pourrait trouver quelques traces d'entretien, de gros entretiens. Le problème, c'est que la restauration du 19e et 20e siècle était tellement lourde qu'elle fait disparaître toutes ces traces, bien sûr, qui sont des traces disgracieuses, qui n'ont pas forcément vocation à rester en place. Donc, pour vous parler de tout cet entretien de l'hôtel ducal et logis du roi, je me suis tout simplement appuyé sur l'argument, la problématique que vous nous aviez envoyée il y a quelques mois, je vais dire que j'ai trouvé excellente, et donc qui me permet de coller au plus près. Tout simplement, je vais répondre à vos questions. Hein. Je sors de ma zone de confort, et en même temps, c'était facile pour moi, je n'avais pas à inventer un plan. Alors, concept et modèle, définition, vous demandiez, la maintenance a-t-elle été théorisée à Dijon ? Oui, j'avais corrigé, mais ça ne s'est pas enregistré. Non, pas avant le XVIIIe siècle. C'est-à-dire que on voit bien dans les contes que la maintenance est toujours au dernier moment, catastrophique. Ils n'ont pas du tout pensé que la toiture devait être changée tous les 20 ou 30 ans. Et donc, on est toujours surpris que le bâtiment ne s'entretienne pas par lui-même jusqu'au XVIIIe siècle. Il faut vraiment attendre la fin du XVIIIe siècle pour que vraiment on prévoit à 10 ans qu'il va y avoir des travaux à faire. Différentes facettes de la maintenance. Elles sont toutes, je vous l'ai dit, tout ce qui est travaux est mis dans la rubrique œuvre, donc on ne différencie pas la maintenance des travaux. C'est moi-même, en tant qu'historien, qui peut voir qu'il y a une maintenance générale sur les jardins qui apparaît assez peu. On a des travaux d'urgence qui sont faits ou qui ne sont pas faits, des travaux courants, repiquage de la toiture, nettoyage des cours, qui apparaissent ou qui n'apparaissent pas dans les comptes. Et j'aurais dû le dire sur les comptes. Un silence dans les comptes équivaut-elle à une absence d'entretien ?
Et ça, c'est toujours très difficile d'interpréter le silence des comtes. Quand pendant 10 ans, on me dit on a scié les herbes de la cour, je sais qu'on a entretenu la cour 2 fois par an. Mais quand pendant un siècle, on ne me dit rien, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas désherbé la cour pendant un siècle. J'espère. Ça veut dire qu'elle est passée dans une autre rubrique. Vraisemblablement, c'est fait par le concierge sur la cassette, sur le budget d'entretien courant, mais qui est noyé dans d'autres comptes. Et quelques travaux esthétiques d'entretien, des badigeons, on repeint notamment la façade. J'y reviendrai en conclusion. Concept et modèle, représentation. Est-ce que le duc, le roi, doit entretenir son logis pour sa gloire par rapport aux gens de la ville? Clairement, à Dijon, non. Pour 2 raisons. Dans quelle mesure l'état du lieu reflète-t-il l'incarnation symbolique du pouvoir du prince? Pour 2 raisons, non. Tout d'abord, à Dijon, l'hôtel est caché. C'est un hôtel en fond de cour et les Dijonnais ne le voient pas. Donc, on va l'entretenir pour les visiteurs, mais le duc ne parle pas de cette esthétique. Le duc va dire qu'il a besoin, 2 fois, il dit qu'il a besoin d'agrandir son hôtel pour recevoir des visites. Donc, l'espace est important, la visibilité n'est pas importante. Cet hôtel est très peu décoré, il est très sobre de l'extérieur, il est très décoré de l'intérieur par les tapisseries. Ce qui est important pour le duc, c'est ses tapisseries. En revanche, pourquoi entretient-on l'hôtel? Eh bien, l'entretien de l'hôtel et de la maison du roi est plutôt l'image de la Bourgogne aux yeux du prince, pour le prince et pour le roi. Quand le duc de Bourgogne vient à Dijon, il faut que son hôtel soit entretenu. Quand le roi de France arrive à Dijon, on va lui entretenir son hôtel pour qu'il ait une bonne image de la ville. Mais ce n'est pas la ville qui entretient l'hôtel. Donc il faut qu'il ait une bonne image de son duché de Bourgogne, une image riche. On essaie toujours de paraître riche, de ne pas paraître... Alors, c'est paradoxal parce qu'on veut paraître riche aux yeux du prince et après on va pleurer en disant qu'on est pauvre et qu'on ne peut pas payer d'impôts. Ils n'avaient qu'à pas entretenir l'hôtel. Le message aurait passé de lui-même. Donc l'état de l'hôtel témoigne plutôt de la richesse de la province qui accueille le prince et non pas de la richesse du prince. C'est très différent des Pays-Bas parce qu'à Bruxelles, le duc doit rivaliser, doit montrer sa force par rapport à une ville ou Bruges ou Gand qui sont des villes fortes. À Dijon, c'est une petite ville de vignerons qui est très pauvre, qui a peur de son duc et de son roi. Donc, le roi n'a même pas à impressionner Dijon parce que Dijon est forcément impressionné, n'est pas de taille à rivaliser, à inquiéter le roi, le duc ou le gouverneur. Temporalité, l'entretien est-il régulier ou est-il ponctuel lors des visites des princes? En général, très souvent, l'entretien est lié à la visite, à l'occupation de l'hôtel. Alors là aussi, c'est très drôle parce que quand on regarde les archives d'entretien, on a l'impression que c'est assez régulier. Et quand on va dans les archives de la ville et qu'on voit quand le prince est présent, eh bien, on se rend compte que finalement, on n'entretient que quand le prince est là, mais qu'on ne le dit pas. Voilà un schéma un peu compliqué. C'est trop pour moi. Il faut que je montre sur l'écran. En haut, donc, c'est le nombre de mois de présence du prince. Donc, Philippe de Roux, Philippe le Hardi, Jean sans peur, Philippe le Bon et Charles le Téméraire, le nombre de présences du duc en bleu, de la duchesse en rose, des enfants en vert et des veuves en noir, un peu compliqué, dans l'hôtel ducal à Dijon au XIV-XVe siècle. L'interprétation de tout ça, c'est que Philippe le Hardi est très souvent à Dijon, et c'est surtout Marguerite de Flandre qui est à Dijon, et quand le duc est là, eh bien forcément, on entretient au fur et à mesure, notamment parce qu'il le demande. Sous Jean sans peur, c'est la duchesse qui est présente. Marguerite de Bavière est constamment en Bourgogne et très souvent à Dijon, et
compris après la mort de Jean sans peur. Sous Philippe le Bon, ça se dégrade pour Philippe qui est plus souvent à Bruxelles. Il va venir 1, 2, 3 fois à Dijon. Il a quelques séjours où l'on reconstruit complètement à ce moment-là pour son séjour. Charles le Téméraire vient 3 semaines à Dijon sur son règne. Et puis en dessous, là, c'est mon travail de cet été, c'est le XVIe siècle, avec en haut les entrées royales, hein, les grands ronds rouges et roses sont les présences du roi et de la reine à Dijon. En dessous, ce sont les entrées des gouverneurs. Les gouverneurs ne résident pas, mais viennent une fois par an, tous les 2 ou 3 ans à Dijon. Et finalement, bien, au XVIe siècle, l'hôtel est plus souvent occupé au XVIe siècle qu'il était au XVe siècle. Les gouverneurs occupent plus l'hôtel que ne le faisaient les ducs. Et en dessous, bien, c'est les budgets attribués aux restaurations, à l'entretien. Et dans ces budgets, on voit très bien qu'on entretient l'année où le gouverneur est passé. Mais je ne sais pas si on entretient en amont avant son entrée ou si on entretient en aval parce qu'il a fait des remarques et donc il a demandé telle ou telle restauration. Ça, mes comptes ne sont pas assez précis. Technologie, rien d'extraordinaire, sinon qu'on voit que parfois des éléments ont été prévus pour la restauration, c'est notamment la trappe de visite des combles qui est visible encore dans la tour de la terrasse. Je m'explique, ça c'est la tour de la terrasse construite par Philippe le Bon. Ici, on a la trace du grand comble, du 3e et 4e comble, et tout en haut du comble, ici encore visible, on a une petite porte ici qui est murée et qui donnait accès au 4e étage du comble, c'est-à-dire ça. Là. Et ça ne sert à rien, ce n'est pas habitable. Et donc, ça me permet de dire que cette trappe était une trappe de visite. On a prévu la restauration, la visite des combles du faîtage. Et cette trappe a servi au moins une fois, c'est en 1503, quand l'hôtel brûle. J'ai le récit précis de l'incendie et la poutre faîtière se met à brûler. Et donc, il y a 28 charpentiers qui descendent par cette trappe pour essayer d'éteindre la faîtière qui brûle, mais il fait trop chaud, il y a du plomb fondu qui leur tombe dessus, ils abandonnent et ils laissent brûler les combles et tout le palais. Donc c'est de l'entretien aussi contre l'incendie. Sinon, en technologie, pas grand-chose, notamment chaque fois qu'on doit ramener les cheminées, il faut monter sur les cheminées qui sont à 30 mètres de hauteur et il faut monter à un échafaudage spécial et on n'a aucun échafaudage stocké dans l'hôtel. C'est pas Versailles, c'est un petit monde, mon hôtel. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des équipes spécialisées. On fait toujours appel aux artisans de la ville. On a un peu d'équipement quand même, un engin qu'on utilise en 1361 et que finalement on va acheter en disant ça servira toujours. Et puis des chariots, un véhicule pour l'ensemble de l'entretien de l'hôtel, un chariot, j'en ai un qui est acheté en 1417, j'en ai un qui est acheté en 1560, on dit bien c'est le chariot de la maison du roi, pas celui du concierge, hein, qui est autre chose, et pas de stockage, d'échafaudage, comme je vous l'ai dit. Institution, c'est mon grand 2, c'est le grand 2. Institutions et individus, quelles sont les institutions qui s'occupent de ce logis, hein, gérer l'entretien, le domaine ducal, à l'époque ducale, et même à l'époque royale, le domaine est géré par la Chambre des comptes de Dijon, qui a vraiment la responsabilité de. Mais ça ne change pas beaucoup de ce que j'ai écrit sur la construction, ce sont les mêmes institutions. Dans les comptes, on voit que les travaux sont demandés, signalés soit par le duc, souvent la duchesse, qui se plaint parce qu'il y a une porte qui grince. Quand le duc n'est pas là, non, j'ai pas de mention de porte qui grince, excusez-moi. Donc, les travaux qui sont demandés par le duc ou la duchesse, souvent par les maîtres d'hôtel, qui sont extrêmement importants, et le concierge, dont on vient de parler, officier très important, c'est l'équivalent du châtelain. Le concierge est toujours un noble, et souvent, il est le seul résident, le seul maître de ce grand bâtiment.
Une malfaçon, quand un défaut été trouvé, on fait pratiquer une visite et une estimation par les maîtres d'œuvre qui vont préconiser les travaux et chiffrer les travaux. Soit on travaille après, le concierge demande un travail en gestion directe, on fait venir un artisan et on va le payer à la journée. Soit on va, quand c'est un peu plus important, on va passer par un contrat et à partir de 1426, il y aura un appel d'offres avec contrat au plus ravalant. Tous les artisans de Dijon sont obligés de venir à Dijon dans la grande salle, me dit-on, au XVIe siècle. Et puis, on fait baisser les prix et on va prendre l'artisan qui sera descendu le plus bas. Et c'est parfois au détriment de la qualité du travail. Le travail est effectué et après les travaux, revisite par un maître d'œuvre, un concierge, toute une équipe qui vérifie qu'on a bien respecté le cahier des charges et on va éventuellement donc compter les journées de travaux ou vérifier que le contrat a été bien respecté. Et puis après ça, il y a la quittance, la certification qui est délivrée par le receveur et tout ça est enregistré dans les livres de compte et ça marche pendant 3 ou 4 siècles. Hein. La période royale marche exactement sur le même principe que la période ducal. Cet entretien est-il à la charge d'officiers spéciaux? On a vu le concierge. On n'a pas de structure d'entretien des bâtiments en Bourgogne, mais quelques officiers de la Chambre des comptes détachés spécialement pour le logis et pour les autres châteaux ducaux. Au XVe siècle, on aperçoit un visiteur des châteaux dont on n'a pas la comptabilité, donc il apparaît à travers la comptabilité du bailliage. Au XVIe siècle, j'ai mention d'un trésorier des réparations et fortifications du pays de Bourgogne. Et on me dit régulièrement, voilà, c'est sur la cassette du trésorier que je n'ai pas et je regrette bien quand les travaux sont pris en charge par le trésorier. Et très important, enfin, c'est un mystère pour moi, à partir de 1560, l'entretien est pris en charge par les trésoriers de France qui sont là depuis 1520, qui ne font rien. Et puis après 1580, ils ne font rien non plus. Mais 1560-1570, c'est la période des trésoriers de France qui, eux, me laissent des archives extraordinaires avec un agenda au jour le jour de tout ce qu'ils ont fait. Là, on voit vraiment vivre la restauration, l'hôtel. Et en 1631, la chambre, le domaine passe sous l'autorité de l'intendance de justice, dont je n'ai pas les archives. Et là, c'est la période la plus difficile pour moi. Les contrats d'entretien, en général, je vous l'ai dit, c'est toujours au coup par coup. Quelques artisans sont spécialisés. On a un verrier du duc, le verrier du duc, qui va avoir le monopole pour l'entretien de toutes les verrières au 15e, 16e siècle. Et même période, Philippe le Bon et 16e siècle, période royale, on a un recouvreur des maisons et basses-cours du roi à Dijon. C'est le seul artisan qui soit spécialisé, qui ait le monopole de l'entretien de ce bâtiment. Il n'est pas recouvreur des maisons du roi, mais il est recouvreur de cette maison et de la basse-cour, qui est le bâtiment qui est en face. Il est recouvreur, ça veut dire que c'est un artisan qui a sa propre entreprise et qui a le monopole sur l'entretien des couvertures de ce logis. Et enfin, je vous disais que c'est théorisé au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, en 1783, je vois apparaître un contrat non pas de restauration, mais d'entretien à long terme. On demande, il y a toujours un appel d'offres sur un couvreur qui est chargé d'entretenir le toit sur 10 ans. Grand progrès. Et au bout de 10 ans, on va faire le compte, on va regarder s'il a bien entretenu son toit. On a trouvé que 10 ans, c'était trop long, donc on va mettre ça sur 5 ans. Ça marche assez mal. Il y a des conflits avec ce recouvreur qui, bien sûr, travaille à minima. Et puis, la révolution arrive et on repartira à zéro. Il n'y aura plus d'entretien. Au 19e siècle, c'est un peu compliqué. Ces institutions vont-elles s'adapter aux besoins ? Non, très peu, parce que ce bâtiment est finalement mineur par rapport à tout le travail de la Chambre des comptes. Y a-t-il une mémoire longue de cet entretien ? Oui, il y a une inertie des pratiques extraordinaire, un conservatisme depuis
1340, depuis les ducs capétiens jusqu'au gouverneur, jusqu'au XVIIe siècle, on a le même genre d'entretien, ça ne bouge pas, les rois, la politique change, il y a quand même un traumatisme quand le duché est rattaché à la couronne, mais au point de vue de la gestion, rien ne bouge, les comptes sont modifiés peu à peu, mais c'est quand même extrêmement long. Enfin, je pense que si les comptes ne bougent pas, la gestion de l'entretien ne bouge pas non plus. Officier entrepreneur, vous demandiez dans l'appel de communication, l'entretien est-il assuré par les mêmes personnes que la construction? Dans mes comptes, en tout cas, c'est la même rubrique d'œuvres. À l'initiative, ça change un peu. Quand on construit le jeu de paume, quand on construit le logis neuf, il y a une décision, une part décisionnelle qui revient souvent au duc. Je sais que Philippe le Bon est intervenu sur la construction du logis neuf, intervention du maître d'hôtel aussi, qui interviennent pour les grandes constructions, alors que la Chambre des comptes, elle n'a pas l'autorité de lancer une construction neuve. Elle va s'occuper plutôt de l'entretien. Au XIXe siècle, qu'est-ce qui va changer dans les institutions? Là aussi, il y a un conservatisme extraordinaire parce que les choses changent doucement, et notamment en 1830, l'hôtel ducal est acheté par la mairie. On commence à avoir un effort patrimonial, une idée de patrimonialisation. La mairie, notamment, va lancer les premières constructions néo-gothiques. On a une porte de 1830 avec une petite accolade très maladroite. Il y en a même une qui est en bois. C'est amusant parce que c'est pas du Viollet-le-Duc, c'est assez mauvais. On essaie d'imiter sans rien comprendre. Et puis, cet entretien au jour le jour de la mairie qui veut continuer d'habiter vraiment ce logis, l'entretenir à sa manière, va s'affronter avec la vision patrimoniale de Mérimée, notamment de Mérimée, oui, en 1848, quand la mairie veut moderniser un petit peu sa cour en enlevant cette vieille tour de bar et ces vieilles cuisines qui ne servent à rien. Et là, on s'affronte au monument historique, à la commission des sites qui refuse. Et bon, c'est finalement la mairie qui fait raser la moitié de la cuisine et qui obtient quasiment, avec l'appui de la révolution de 1848, problème politique, gain de cause. Les choses changent vraiment en 1900 avec la restauration de Charles Suisse, qui est notre Viollet-le-Duc régional, qui va remettre à l'honneur l'histoire ducale de ce bâtiment. Troisième partie, finance le coût. Bon, je ne vais pas apporter de chiffres, même si je pourrais faire des schémas d'évolution du coût de la restauration. Ce que je remarque dans les comptes, c'est qu'il n'y a jamais d'estimation en amont de l'entretien. C'est toujours quand le bâtiment est en trop mauvais état qu'on se rend compte qu'il va falloir investir. Et là, on se rend compte que ça coûte cher et on va essayer d'entretenir à minima. Une certaine procrastination, je ne sais pas si le mot est exact, des travaux non urgents. On repousse toujours. J'allais dire, c'est comme dans ma copropriété à Dijon. Si on peut attendre quelques années avant de refaire la toiture, à part que nous, dans le syndicat de copropriété, on le dit, et dans les comptes, ce n'est jamais dit. Et on se rend compte qu'on a trop tardé quand le bâtiment s'effondre. Et régulièrement, trop souvent, au XIVe, XVe siècle, on voit la toiture qui est tombée dans la cour. La toiture a glissé. Et donc, il faut refaire la toiture. Et quand on refait la toiture, on se dit qu'il faut refaire la charpente, parce que la charpente a pris l'eau. Et tout ça, c'est la faute à personne. L'historien se dit qu'on a quand même mal entretenu parce que pour différentes raisons budgétaires, on préfère reconstruire, parce qu'on est obligé, que entretenir, parce qu'il faut justifier. Et justifier, expliquer à la Chambre des comptes qu'il serait temps de refaire la toiture parce que les poutres sont pourries, non, voilà, c'est plus facile de laisser les choses aller jusqu'à la catastrophe. Et donc, l'historien s'inquiète de ce surcoût
par manque d'entretien. Alors, on a parfois, il faut le reconnaître, ce n'est pas toujours une catastrophe, on a parfois des entretiens intéressants sur les chéneaux, notamment. On refait régulièrement les chéneaux quand c'est percé. Oui, il y a un plombier qui monte pour restaurer les chéneaux. On a parfois des choses amusantes, comme sur ces chéneaux, on va vider les chéneaux parce qu'il y a des noix dedans. Donc, on prend une échelle, on monte à 20 mètres de haut, on débouche les chéneaux parce qu'on s'est rendu compte que ça coule. Il ne faut pas que le mur pourrisse. Ça, c'est bien, effectivement, c'est de l'entretien sérieux, mais ce n'est pas partout le cas, surtout par manque d'entretien. Sur mes gargouilles, par exemple, en 1503, on va aller vider des gargouilles, on va aller changer des gargouilles parce qu'on s'est rendu compte que la gargouille, plutôt que de descendre, elle monte. Et donc, toute l'eau, plutôt que de passer à l'extérieur, elle passe à l'intérieur. Et elle est tombée derrière les lambris. Et ça, depuis quand même, on est en 1503 et ça coule depuis 1455. Donc voilà, ça fait 50 ans que l'eau coule à l'intérieur, les lambris sont pourris, il faut refaire tous les lambris, il faut refaire une partie du mur parce que le mur est pourri et personne n'avait signalé ça plus tôt. C'est des choses qui arrivent encore dans la mairie de Dijon. Zut, je suis enregistré. Alors, on essaie quand même de faire des économies, bien sûr, mais c'est des économies plutôt visibles. Sur l'adjudication au plus ravalant, en 1560, là, quand le trésorier Jean Perrat explique son action, eh bien, il dit qu'il a fait venir tous les couvreurs, qu'il leur a interdit de s'entendre entre eux. Il fait pression sur eux en disant « Mais pourquoi vous ne baissez pas les prix? Je vous ai vu la semaine dernière, vous m'avez dit que vous faisiez ça pour 5000 livres, là, vous m'avez fait pour 7000. » Le type en face dit « Ah oui, mais entre-temps, il y a eu la grêle, donc je ne peux pas le faire pour moins de 7000. » Puis il y avait ses copains qui étaient là, ils ne pouvaient pas trop descendre. Et en marchant, en disant « Bon, alors si je vous apporte les fournitures, je vous achète les briques, je vous achète les tuiles, je vous achète le plomb, et vous me faites ça à combien ?» Donc voilà, on marchande, c'est vraiment des marchandages de marchands de tapis. On a l'impression, au bout du compte, quand on lit ça, qu'il y a une victoire parce qu'on a fait baisser le coût. Est-ce que, sur le long terme, le roi a fait des économies? Je ne suis pas sûr. Achat direct de matériaux, effectivement, souvent mes artisans sont trop pauvres, n'arrivent pas à acheter les matériaux et c'est le duc ou le roi, la Chambre des comptes, qui achète les matériaux. Et puis, quelques économies au XVIe siècle. On va, dans cette ligne du carnet de chevauchée de Jean Perrat, il dit cette tourelle couverte en bardeau, en bois, on va la refaire en tuile. C'est un petit peu plus cher, mais ça dure plus longtemps. Bravo. Même chose au XVIIIe siècle sur la terrasse. Plutôt que de refaire tous les 20 ans la terrasse en plomb, on dit on va la faire une bonne fois pour toutes en pierre. C'est plus cher, mais à long terme, ça marche. Mais c'est quand même assez rare. C'est souvent l'économie de bout de chandelle qui l'emporte. Le choix d'arrêter la maintenance, est-ce que de temps en temps on n'en peut plus, on arrête? Eh bien, sur le logis ducal lui-même, c'est un bâtiment inutile et indispensable. Inutile parce qu'il est très peu occupé, mais indispensable parce que, même s'il n'est pas très beau, pas très bien entretenu, c'est le signe du pouvoir du roi. Et on le voit très bien en 1503, quand le bâtiment brûle. Louis XII dit « j'ai pas l'argent, mais il faut garder ce bâtiment. Donc, débrouillez-vous, je veux garder un pied-à-terre. » Ce n'est même pas un pied-à-terre, parce que parfois, Louis XI, par exemple, ne descend pas dans cet hôtel. Mais le signe de la présence au cœur de la ville, bâtiment indispensable qu'on entretient pour rien. Sauf, alors de temps en temps, on va arrêter la maintenance. Parfois, c'est tacite. Dans le carnet de chevauchée de Jean Perrat, dans la basse-cour, j'ai des bâtiments qui sont en ruine. Mais on ne m'a jamais dit qu'ils étaient en ruine. J'ai une galerie qui est découverte. Et il arrive ici, on dit « Mais qui a enlevé les tuiles ?» Et on ne l'a pas dit. Donc, à un moment, le bâtiment est suffisamment en ruine pour qu'en catimini, on laisse les choses tomber. La ruine ne fait pas de bruit. Lui, en revanche, Jean Perrat note tout. Et sur le jeu de paume, qui vient d'être construit, on le construit en 1620 et en 1140, il faut refaire la toiture et il faut refaire aussi la toiture du logis neuf et on n'a pas les moyens et donc Jean Perrat négocie en disant alors il faut refaire la toiture et le jeu de paume, et on abandonne, on le met en adjudication, on le loue et pour quelqu'un qui devra l'entretenir, on fait des économies et celui qui le loue ne l'entretiendra pas et le jeu de paume disparaîtra rapidement.
Alors, conclusion, vous avez vu mon discours critique hein, sur des économies d'entretien. On veut faire des économies et finalement, ça coûte cher. Un entretien minimaliste de survie, un bâtiment qui en général est quand même dans un très mauvais état sanitaire. Mais ce n'est pas grave parce que le délabrement est pallié au sens de recouvert d'un pallium par des tapisseries. À l'époque ducale, grande tapisserie, grande collection, il y a une maison qui est destinée à garder les tapisseries. Et à l'époque royale, c'est la ville qui est chargée, chaque fois que le roi vient, de trouver assez de tapisseries en ville pour cacher la misère de ce bâtiment. Et puis le cache-misère, on obtient le sommet en 1783, quand le roi passe, l'architecte dit la façade est sale. Que va-t-on faire? On la recouvre d'un badigeon. Donc voilà, on badigeonne toute la façade pour qu'elle soit blanche. Quelle horreur! Mais c'est un petit peu à l'image de cet entretien assez empirique. Voilà, je vous remercie de votre attention et je peux essayer de répondre à quelques questions.